Bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain de Bottes, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font l'agriculture de l'Oise et du Val d'Oise. Je suis Honorine, responsable communication de la coopérative Agora, et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Léopold Vassel, jeune agriculteur installé sur le plateau Picard. Ce qui m'a marqué dans son témoignage, c'est la capacité de Léopold à conjuguer patience et méthode, et aussi à prendre du recul sur son métier, notamment grâce à une formation qu'il a faite en dehors du milieu agricole, et aussi sa capacité à parler sans détour des réalités du métier. Si vous êtes adhérent de la coopérative Agora et que vous avez récemment assisté à nos assemblées de section 2025, vous avez déjà peut-être vu Léopold en vidéo. Et donc dans cet épisode, il va nous expliquer comment il structure son exploitation, notamment avec 2 rotations distinctes adaptées à ces différents types de sols, et aussi comment il s'appuie sur la connaissance fine de ces sols pour ajuster ses pratiques, notamment grâce à la modulation intraparcellaire. J'ai souhaité interviewer Léopold parce qu'il est méthodique, mais il a aussi une grande appétence pour le digital. Et aujourd'hui, dans la diversité des outils d'aide à la décision qu'on a, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc avec beaucoup de transparence, Léopold, il nous explique comment il utilise ces outils pour finalement aider sa prise de décision et puis renforcer la robustesse de son exploitation. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre discussion avec Léopold. Bonne écoute. Bonjour Léopold, merci de m'accueillir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît et nous dire où nous nous trouvons aujourd'hui ? Bonjour Honorine, Léopold Vassel, je suis agriculteur sur le plateau Picard, j'ai 32 ans, je suis installé depuis 2019 et nous sommes donc ici sur le corps de ferme de Grand-Ménil sur la commune de Campremis, pas très loin de Froissy. Alors est-ce que tu peux présenter en quelques mots ton exploitation et puis ses particularités ? Bien sûr, du coup on est sur une exploitation de polyculture élevage, on est sur 300 hectares répartis sur 3 communes. Donc Campremis, là où nous sommes, Ourcel-Maison et Reuil-sur-Brèche. On est sur une ferme betteravière, on cultive donc de la betterave, blé, orge, colza, maïs, lin, févrole. On a un petit atelier d'élevage, ovin. On a une centaine de brebis avec des naissances en bergerie. Là on est en plein boom en ce moment. Après, on a des petites activités annexes, donc entretien d'espaces verts et du gîte qu'on vient de lancer et où on se trouve aujourd'hui. Ouais. On a un employé sur la ferme et la particularité qu'on peut avoir, c'est qu'on partage pas mal de matériel avec une autre ferme voisine à Gouy, donc sur Noyers-Saint-Martin, et on partage aussi un employé. Ok, très clair. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours avant ton installation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait avant d'arriver ici ? Ouais, donc retour sur la ferme en 2016 dans un premier temps en apprentissage. Et ensuite, je suis revenu définitivement en 2018 pour une installation en 2019. En gros, moi, mes parents ne m'ont jamais vraiment poussé vers l'agriculture. Ils m'ont poussé à voir d'autres choses parce que ils trouvaient que c'est quand même un milieu assez compliqué et qu'il faut quand même être passionné avant tout dans ce genre de métier. Donc, j'ai d'abord fait une école d'ingénieur de l'ICAM à Toulouse, où c'est une école d'ingénieur. J'ai fait 2 ans de prépa, 3 ans d'école, j'ai voyagé, etc. Ensuite, après cette école-là, j'ai fait un BTS Axe pour quand même avoir les bagages au cas où, et puis pour mieux comprendre le monde agricole, sa gestion, avoir des bases agronomiques. Après ça, j'ai bossé pendant 1 an à Paris, à La Défense, donc rien à voir. J'ai fait du contrôle de gestion dans une boîte de conseil dans le numérique. C'est là où j'avais fait mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur. Et puis, on a eu le départ de notre chef de culture en 2018. Donc, c'est pour ça que je suis revenu en août 2018. Il y a eu 6 mois de transition, enfin, même pas. Et puis, à partir de janvier 2019, ça y est, c'était parti. Installation en septembre 2019. Et on est là aujourd'hui. Donc, pourquoi je suis revenu sur la ferme ? Parce que la ferme était un peu en difficulté après la récolte de 2016 qui avait pas mal impacté la trésorerie de la ferme. On avait eu quelques soucis annexes aussi, donc on avait une trésorerie très très tendue.
Et donc, il fallait faire des choix. Et je me suis dit, c'est une opportunité à saisir, un défi à se lancer. Donc, je suis revenu. Je me suis dit, je me fixe 3 ans, on verra ce qu'il en est. Et puis, ça fait déjà 7 ans. Et voilà, je me rends compte que maintenant que ça passe très vite. Ce que je comprends, c'est que c'est pas forcément ton père ou ta famille qui t'a poussé à reprendre, mais qu'est-ce qui t'a tenté? Plutôt le côté entrepreneurial, plutôt? C'est que c'était un beau défi à relever, je trouvais. J'avais une grande motivation par le fait que c'était quand même un patrimoine familial et j'ai grandi dedans, ça me parlait. Donc je me suis dit, j'ai les bagages pour réussir, c'est un gros défi, mais voilà, on va pouvoir pérenniser l'exploitation familiale et essayer de remettre tout ça sur une bonne voie. Finalement, je ne sais pas si j'avais vraiment l'expérience nécessaire, que ce soit en gestion ou en agronomie, mais avec le temps, quelques échecs, on a réussi à trouver le bon chemin. Et force est de constater que ça me plaît, avec ses avantages et ses inconvénients. Beaucoup de contraintes qu'on ne maîtrise pas par rapport aux autres domaines, mais une forte attirance quand même pour le vivant, la nature et puis le patrimoine familial, quoi. Tu dis c'est un gros défi en arrivant. Pour toi, c'était quoi le plus gros défi? Déjà, numéro 1, apprendre le métier, parce que j'ai pas fait vraiment de formation dans ce domaine-là, même si j'ai fait un BTS en 1 an en alternance sur la ferme. C'est un métier où on apprend avec le temps, l'expérience. Quand je suis arrivé, on m'a dit il faut 5 à 10 ans pour apprendre ce métier. Je me suis dit, voilà, dans quoi je m'engage dans quoi je m'engage, mais finalement, c'était complètement vrai. On apprend tous les jours. Ça fait 7 ans que je suis sur la ferme et je continue à apprendre et j'apprendrai tout au long de ma carrière, je pense. On se rend pas vraiment compte, mais on n'a qu'une 40aine d'essais dans une vie, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Vous partez d'un potentiel que vous connaissez et dès le début, et le but c'est de le maintenir pendant 1 an avec tout ce qu'il y a derrière, des capitaux importants investis, des responsabilités, des employés, la commercialisation, l'administratif, et j'en passe, quoi. Donc il faut être patient et découvrir chaque culture les unes après les autres. Donc c'est ce que tu es en train de faire. Et donc, tu as parlé un petit peu de problème de trésorerie quand tu es revenu sur la ferme. J'aime bien te demander aux personnes qu'on interviewe de nous emmener par la main. Et peut-être tu peux nous expliquer les étapes par lesquelles tu es passé pour remettre un peu la santé de l'entreprise sur pied. Je me dis peut-être pour des personnes qui écoutent et qui seraient dans une situation proche, je me doute qu'il n'y a pas de réponse parfaite, mais tu peux nous donner un peu l'exemple de toi, comment tu as fait Ouais, je pense que chaque situation est différente et que déjà le principal c'est de poser un diagnostic dès le départ avec des pistes de progression. Donc ça a été un gros travail qu'on a fait même en amont de l'arrivée avec mes parents, avec les conseillers qu'on pouvait avoir, agronomique, gestion. Donc ce qu'on avait pu constater au départ, c'est qu'on avait quand même un rendement moyen en dessous de la moyenne du plateau Picard. Donc ça a été un gros axe de progression avec des leviers agronomiques, d'accompagnement aussi, parce que comme je connaissais pas bien le métier, il fallait être accompagné. Et puis aussi avoir le matériel suffisant et en bon état pour faire du bon travail. Nous, on avait du matériel assez vieillissant, donc ça a été un autre défi. Après, évidemment, évaluer les marges et les postes de dépenses où on peut faire des économies. Donc il faut faire attention, par exemple sur les charges opérationnelles. Finalement, on n'a pas forcément fait beaucoup d'économies parce qu'on était très bon, mais ça a été peut-être de répartir un peu mieux les dépenses, notamment sur la fertilisation où on n'était peut-être pas au mieux et donc au niveau du rendement, ça se ressentait. Et puis les stratégies fongicides, désherbage, etc. Enfin, on a tout revu. Après, il y avait des charges de personnel importantes, vu qu'il y avait un chef de culture. Donc, en revenant sur la ferme, ça permet de mieux maîtriser ses coûts-là. Et puis après, on a revu vraiment tous les postes de dépenses un par un, que ce soit les assurances, l'électricité, la comptabilité. Tout a été passé en revue pour essayer d'optimiser au maximum et puis revoir tout de fond en comble, parce que mon père, finalement, il arrivait proche de la retraite, il s'occupait plus trop de tout ça, il avait envie de passer la main, donc voilà, ça permet au moins d'arriver, de s'imprégner de la ferme, de mettre son image, et au moins, on sait où on va, et on maîtrise tout de A à Z, quoi. Et après, je pense que le meilleur conseil qu'on peut avoir, c'est de faire un budget, d'essayer de s'y tenir. C'est pas facile dans le monde agricole parce que on connaît pas forcément nos prix de vente, on connaît pas le marché, etc. Mais il y a notamment chez Agora, moi je m'étais pas mal appuyé là-dessus, il y a des prix moyens, que ce soit en appro ou en vente, qui permettent de nous aider et de s'y retrouver. Et puis, du coup, pas vouloir aller trop vite, saisir des opportunités, mais pas trop en même temps, parce qu'il faut
voilà, faut rester assez raisonnable. On s'est lancé dans le renouvellement du matériel, ça a été un gros poste de dépense, mais on avait des gros postes d'entretien, donc finalement on s'y retrouve plutôt bien. Et ça a été aussi du coup l'opportunité de voir un peu l'avenir, d'acquérir des nouvelles technologies pour faire de la modulation, etc. On va en parler justement, tu parles de modulation. En ce moment, on parle aussi pas mal des sujets fertilisation à la COP parce qu'il y a les taxes carbone aux frontières sur les fertilisants qui arrivent là dans la réglementation. Puis il y a des enjeux agronomiques, hein, tu l'as mentionné sur la ferti. Toi, tu modules la fertilisation, mais pas que. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer les problématiques techniques que tu travailles vraiment sur l'exploitation aujourd'hui? Ouais, du coup, ça a été un travail assez global. Donc, depuis mon arrivée, j'ai changé l'assolement et implanté une nouvelle culture pour être plus efficace et répondre aux périodes de pic qui sont de plus en plus courtes avec la météo et les changements climatiques. Donc, on a revu un peu la logique de l'assolement. On a réuni des parcelles pour faire des îlots d'une 30aine d'hectares. On a travaillé sur 2 rotations différentes avec une rotation plus pour des qualités de sol plutôt bonne en limon profond, donc là où on va mettre des betteraves, et une rotation où là on est plus dans les terres un peu plus compliquées, un peu plus superficielles, où là on va faire autre chose, notamment du maïs. Donc on a évidemment réduit la surface en betterave avec le contexte de ces dernières années et du coup développé de nouvelles cultures. Donc le maïs, comme je viens de le dire, ça permet de nettoyer les parcelles et aussi de stocker du carbone. On y reviendra peut-être après. Après on fait moins de blé sur blé, on commence à faire des légumineuses. Donc on avait fait des pois, on a arrêté, là on va faire plutôt de la févrole. Du lin d'hiver depuis l'année dernière, et puis là je commence à regarder pour faire de la pomme de terre féculaire. Parce que finalement, le métier d'agriculteur, c'est quand même répartir les risques. On contrôle ni le marché mondial, ni la météo, ni la réglementation européenne ou française. Donc on essaie de maîtriser ce qu'on peut pour mettre toutes les chances de notre côté. Sur une grande partie des parcelles, on a arrêté de mettre de la betterave, j'ai investi dans l'outil BIAPI, soit sur un tiers de l'exploitation. Donc ça, c'est sur la partie assolement de terres plus ouais, compliquées, quoi. Plus compliquées, plus superficielles. Là, comme on s'y retrouvait pas forcément en rendement, et puis les prix de la betterave avaient beaucoup chuté, on s'est dit on allait faire autre chose, et bon, je me suis dit comment on peut essayer d'optimiser ces parcelles-là. Donc on a déjà essayé de voir, en faisant de la modulation intraparcellaire, comment on pouvait optimiser. Donc BIAPI, ça nous a permis de faire des cartes de chaque parcelle avec les teneurs en phosphore, en potasse, la CaO, la magnésie, le pH, etc. Et on a fait aussi des cartes de potentiel, donc en fonction de la profondeur du sol, on a fait des fosses pour voir un petit peu les réserves utiles, etc. Donc c'était ultra intéressant. Et on a fait ça du coup plus sur le terroir de Reuil-sur-Brèche, qui est plus caillouteux, plus argileux et donc plus difficile. Et donc, ces cartes-là, ça permet d'aller chercher le maximum du potentiel là où il y en a, et de réduire les intrants là où le potentiel est plus faible, et aussi d'essayer d'homogénéiser les teneurs en P, en K sur toutes les parcelles, où on voit qu'il y a beaucoup de disparités liées soit à la nature des sols, soit à l'historique des parcelles. Donc c'est pareil, on superpose des cartes jusqu'en 1950 et on voit que l'agriculture a beaucoup changé, les parcelles se sont agrandies, donc évidemment il y a beaucoup de disparités. Mais bon, finalement je pensais faire des économies à la base avec BIAPI, mais c'est pas forcément ce qui s'est passé, c'est qu'on a mieux réparti ce qu'on mettait. Donc il y a des zones qui en demandaient plus et des zones qui en demandaient moins. Donc on répartit mieux ce qu'on applique, et ça permet malgré tout, petit à petit, d'aller chercher un rendement plus important, quoi. Ok, donc du coup sur les problématiques techniques que tu travailles, si je comprends bien, c'est la diversification d'assolement, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis sur la modulation BIAPI, c'était peut-être de sécuriser aussi les rendements sur des terres un peu plus superficielles. Tu as mentionné le stockage du carbone sur la partie maïs. Est-ce que tu peux développer un peu cette partie pour qu'on y voit plus clair? Oui, du coup, dans cette continuité de réflexion sur l'assolement, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le label bas carbone avec Agora, qui a travaillé pour obtenir une bonne rémunération des crédits carbone.
Le semi-direct et l'implantation de légumineuses vont dans ce sens-là. Donc on a fait un diagnostic avec Agora pour identifier des leviers pour stocker plus de carbone ou en émettre moins. Par exemple, réduction du labour, réduction du nombre de passages. On a travaillé des couverts plus complexes pour augmenter la biomasse là en ce moment, par exemple. L'implantation de légumineuses qui est venue par ça. Où on va mettre moins d'engrais azotés et du coup limiter notre impact carbone. Augmentation de la surface en maïs qui stocke énormément de carbone, c'est une plante qui est faite comme ça. Et notamment, du coup, il y a aussi un autre label, Maïs Lesley, qu'on travaille aussi avec Agora, donc il y a la double casquette. Bientôt, les betteraves vont être aussi associées avec... il y a un partenariat qui s'est créé, Agora Tereos, pour valoriser aussi les crédits carbone sur les betteraves. On essaye vraiment d'avoir une logique globale sur ces terres un peu plus compliquées avec du bas carbone, du coup qu'on travaille aussi sur le reste, faut pas croire, mais voilà, c'est vraiment concentré sur ces terres-là. Et du coup, j'ai aussi l'opportunité avec mon associé Pierre-Yves, avec qui je travaille pour la moissonneuse, le semoir monograine, etc., qui s'est lancé dans le semi-direct. Et du coup, j'ai pu l'observer et voir un petit peu ce qu'il faisait. Et grâce à son matériel qui était disponible, j'ai pu faire aussi des essais chez moi. Et grâce à son expertise aussi, parce qu'on ne se lance pas là-dedans sans conseil. Donc on a d'abord essayé avec le blé derrière le maïs en semi-direct, parce que dans les terres compliquées où on mettait du maïs, on avait toujours du mal à faire du bon travail à l'automne. Et du coup, en faisant ça, on arrive à trouver quelque chose d'assez intéressant et performant. Et là, cette année, on a essayé du semi-direct derrière le colza. Et aujourd'hui, l'implantation est super belle, donc c'est plutôt encourageant. Et je pense que l'intérêt de tout ça, en plus, vraiment pour la partie semi-direct, c'est qu'on va moins travailler les sols où on travaillait plusieurs fois et on n'arrivait pas à avoir quelque chose de satisfaisant. Donc on va réduire aussi les coûts parce qu'on utilisait énormément, on usait beaucoup de matériel. Et on va essayer aussi de mieux contrôler le salissement parce que du coup on avait des sols avec des forts taux d'argile où on avait du mal à aller chercher les régras ou autres. Et là, en touchant à rien, on arrive à avoir franchement une propreté qui est vraiment super, quoi. Donc aujourd'hui, le label bas carbone, ça m'a poussé un petit peu vers l'ACS et c'est que du positif pour l'instant, quoi. Mais bon, on y va petit à petit et on essaye de maîtriser ces risques. Oui, sans casser aussi, tu disais, tout ce qui a été construit depuis que tu es arrivé sur la ferme. Et une question que j'aime bien poser aux agriculteurs que j'interviewe, là, depuis le début, tu as fait le lien entre tes études d'ingénieur en gestion et puis toute la partie technique que tu as dû apprendre. Du coup, tu crois que faut mieux être un bon gestionnaire pour gérer une exploitation ou un bon technicien? Comment t'allies, toi, ces deux aspects? C'est pas facile. Je pense que les deux vont de pair, mais la gestion est très importante. Mais avant tout, il faut produire. On est quand même un métier, on est là pour produire, faire de la production. Donc pour moi, la technique, ça reste quand même le numéro un, ça reste primordial. On a de la chance d'avoir des acteurs qui peuvent nous accompagner entre les COP, les CETA, etc. On travaille sur des cycles longs avec très peu de marge d'erreur. Il faut être ultra rigoureux et viser une réussite maximale. Donc il faut être bon agronomiquement, premièrement, pour aller chercher le potentiel de nos terres, quoi. La partie agronomique, elle est vraiment essentielle, mais la gestion l'est presque autant aujourd'hui. Tout doit être optimisé pour assurer la pérennité de l'entreprise et répondre aux contraintes qu'on nous impose. Donc finalement, c'est deux notions qui vont de pair et qui sont toujours à mettre en parallèle, et surtout par rapport au contexte économique de l'agriculture. Et on parle souvent du métier d'agriculteur comme un métier passion. Tu l'as dit un petit peu au début de l'épisode. Toi, tu crois que c'est indispensable pour être agriculteur, la passion, ou pas forcément? Ouais, je pense que oui, c'est un métier passion, c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde. Quand vous voyez déjà tout ce qu'on a à faire face, le changement climatique, les crises mondiales, le regard de la société qui change, les attentes qui changent, la réglementation, les contrôles, on peut faire une liste qui n'en finit plus. Donc je pense que déjà, si vous n'avez pas ça en vous, si vous n'avez pas la passion, pourquoi faire ce métier si c'est pas pour le terroir, la terre, le vivant qui nous tient aux tripes, quoi. Merci. Tu as parlé un petit peu d'Agora. Du coup,
J'en profite. Toi, que t'es quand même jeune agriculteur, donc je voulais savoir quelle est la place de ta COP aujourd'hui dans ton quotidien, en quoi tu as besoin d'elle, à quoi elle t'est utile. Historiquement, mon père avait un chef de culture, comme je l'ai dit tout à l'heure, et s'est éloigné du terrain. Donc, on était 100% coopérateurs avec tous les appros, toute la collecte, tous les services, vraiment tout à 100%. Moi, quand je suis arrivé, j'ai continué dans cette logique, mais j'étais pas un grand technicien, donc j'avais envie d'avoir des regards un peu différents pour challenger les visions, comparer ce qui se proposait à droite et à gauche. Donc j'ai adhéré à un CETA et j'ai continué à avoir aussi les conseils de Simon, mon technicien. Mais voilà, je voulais avoir plusieurs avis pour voir un petit peu ce qui se faisait aussi ailleurs. Mais finalement, je suis resté chez Agora à 100% et c'est mon partenaire numéro un. 100% de ma collecte est chez eux. Une majeure partie de ma fertilisation de mon appro phyto, c'est chez eux aussi. J'ai des contrats de multiplication en blé, en orge, parfois en pois ou en févrole. Voilà, ça reste mon partenaire numéro un, quoi. Donc on est vraiment très liés par ce partenariat. Aussi, quand je me suis installé, Agora m'a accompagné avec des remises sur les appros et des formations intéressantes. Ça, c'était dans le cadre du contrat jeune agriculteur. Ouais, exactement. Donc c'est quand même un beau coup de pouce pour les JA qui arrivent. Donc ça, c'était vraiment super. Et puis après, comme on a dit tout à l'heure, il y a le label bas carbone qui s'est installé, BIAPI et tous les services qui sont proposés. Non, Agora... c'est vraiment mon partenaire numéro un. Et quand j'entends les échos parfois d'autres coopératives, je suis bien content d'être là, quoi. Et je crois que tu utilises pas mal aussi d'OAD avec la COP, d'outils d'aide à la décision. Tu as mentionné BIAPI, tu en utilises peut-être d'autres? Ouais, moi j'ai une appétence un petit peu pour tout ça. Comme j'ai dit, je travaillais dans une boîte de conseil qui était dans le numérique, donc voilà, j'aime bien tout ça. Donc il y a eu BIAPI, on fait un peu de FarmStar aussi, puisqu'on est équipé pour, donc modulation par le pulvé, les pendeurs en engrais, même la modulation de semis, mais ça c'est plus avec BIAPI. Et puis, on a essayé Abellio l'année dernière, que je trouve vraiment pas mal. On a plus la main, je trouve, que FarmStar, où c'est un petit peu fermé, quoi. On peut pas faire ce qu'on veut. Et puis, il y a les stations Sencrop aussi, très pratiques, et quand on aura un maillage assez important, donc c'est vachement bien quand on doit les traiter. Et puis, on a fait aussi un essai de traitement localisé de chardon l'année dernière avec Abellio, avec un passage de drone sur la parcelle, mais en fait la parcelle était tellement sale en chardon que il y a eu un petit raté, mais je pense que ça doit bien marcher pour des parcelles un peu moins envahies, quoi. En résumé, en quelques mots, si tu pouvais nous dire un peu ce que t'attends de ta COP par rapport à tout ce que tu as mentionné aujourd'hui. Je pense que ce que j'attends de ma COP, c'est que ça soit un partenaire solide dans le temps, capable de nous donner une ligne directrice sur nos productions et de nous assurer un soutien permanent, que ce soit en termes d'approvisionnement ou de collecte. Aujourd'hui, le monde est tellement instable, on est content d'avoir des acteurs fiables à nos côtés. Ce que peut attribuer à Agora, justement, c'est sa fiabilité. Dans notre discussion, je vois une vraie logique entre digital et agronomie. Enfin, j'ai l'impression que toi, tu as besoin de connaître où tu travailles et avoir des chiffres assez tangibles sur ce que tu fais. Si je reviens pardon, un peu en arrière, avec les reculs, du coup, tu as fait des études non agricoles, ce qui ne t'a finalement pas empêché de revenir sur la ferme. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien, tout ça? Mes études, elles m'ont beaucoup apporté dans mon métier. J'ai suivi un cursus d'ingénieur généraliste, du coup, avec une prépa et 3 ans d'école. La prépa, ça m'a surtout appris à structurer ma pensée avec les mathématiques, la science de l'ingénieur, la physique, etc. C'était difficile, mais c'est ce qui m'apporte le plus aujourd'hui, je pense. Je peux comprendre ce que j'ai sous les yeux et en saisir le sens. Après, évidemment, derrière, ça travaille beaucoup la polyvalence, hein. Ça m'a donné une capacité de travailler avec beaucoup de personnes différentes, avec des problématiques variées, savoir parler avec des interlocuteurs très différents, s'adapter à leurs attentes. Donc ça, c'est vraiment une force aujourd'hui. Et puis après, évidemment, l'ouverture d'esprit.
Voilà, avoir l'esprit un peu curieux, s'intéresser un peu à tout. Je pense que c'est un peu lié aussi au parcours qu'on nous propose dans ces études-là. J'ai fait 1 an en Pologne en échange. Je suis parti 3 mois en Thaïlande grâce au cursus. Et puis voilà, 3 ans à Toulouse aussi. Hein, c'est pas la même région, donc on découvre autre chose. Donc c'est vraiment cette diversité qui m'aide à garder une ouverture d'esprit et toujours regarder ce qui se fait autour de nous, quoi. Super. Et du coup, inversement, qu'est-ce que le métier d'agriculteur il t'apporte dans ta façon de penser et de voir les choses? Eh bien, l'agriculture, c'est quand même un métier sur des cycles très longs. Ça m'a appris à avoir une vision à long terme et à être patient. Voilà, contrairement à d'autres domaines où voilà, on fait quelque chose et puis le lendemain, le surlendemain, on recommence et on peut se rattraper. Voilà, comme on l'a déjà dit, l'agriculture, on n'a qu'une quarantaine d'essais, donc il faut savoir être rigoureux et être patient. Et puis ça m'apporte une vision globale du monde agricole, avec sa richesse, avec tous ces agriculteurs qui sont finalement des entrepreneurs, avec des projets et des façons de travailler complètement différentes. On a toujours des échanges intéressants, que ce soit sur les forums, toutes les réunions qu'on peut avoir. J'étais par exemple la semaine dernière à une formation de chien de troupeau pour nos moutons, dans une ferme pédagogique, avec de l'éco-pâturage. Enfin voilà, il y a une diversité, c'est super intéressant. Et justement, si on continue dans la prise de recul, si tu parlais au Léopold il y a presque 10 ans, est-ce que ton regard il a évolué sur un sujet? Mon point de vue, il a un peu évolué sur ce métier, évidemment. J'avais pour attendre que c'était un métier difficile, et ça s'est bien confirmé. On porte beaucoup de choses sur nos épaules, on est chef d'entreprise avec des responsabilités financières importantes, des emplois, l'objectif de faire avancer les choses. Mais je me rendais pas compte de toutes les contraintes qu'on pouvait avoir. D'avoir autant de choses qu'on ne maîtrise pas par rapport à d'autres domaines, c'est quand même pas facile à appréhender. C'est ce qui est dur dans ce métier, quoi. Il y a une grosse inertie, on ne maîtrise pas tout. Et puis l'ambiance, la politique, c'est pesant de se dire que si on en est arrivé là, c'est parce qu'il fallait produire. Et aujourd'hui, c'est beaucoup décrié pour les phytos notamment, mais finalement, c'est pas les agris qui ont choisi ça, quoi. Si mes ancêtres ne l'avaient pas fait, les Français ne mangeaient pas, le monde ne mangeait pas. Je savais que c'était difficile, mais je pensais pas qu'on avait autant de contraintes en termes de maîtrise des enjeux, quoi. Chez nous, il y a aussi une petite partie d'élevage. On a toujours considéré qu'une ferme, c'était avec des animaux chez nous. Parfois, je me pose la question d'arrêter, parce que c'est pas simple non plus. C'est du vivant, hein, donc voilà, il y a des contraintes tous les jours. Ça prend beaucoup de temps. Mais finalement, c'est intéressant d'avoir cette activité. C'est une autre facette du métier, avec ses propres contraintes. Éleveur, c'est soigner, nourrir, faire grandir. C'est pas toujours simple. Aujourd'hui, la conjoncture, elle est vraiment meilleure dans l'ovin. Donc ça fait du bien, quoi. On arrive à sortir des super marges. On arrive à faire pâturer nos couverts, ce qui donne vraiment du sens, quoi. On va au bout des choses, quoi. Donc on a une centaine de têtes pour 300 hectares, c'est pas grand-chose. Mais voilà, je trouve du sens dans cet atelier-là, donc je suis content de le faire. Donc pour l'instant, tu continues. Et justement, c'est quoi tes projets à venir là pour les prochaines campagnes? Eh bien, le premier objectif, c'est toujours le même, hein, pérenniser la santé financière de la ferme. Mais ensuite, il y a toujours des projets dans le coin de la tête d'un agriculteur. Donc, comme je l'ai dit, on réfléchit à l'arrivée de la pomme de terre fécule. Donc, je suis en train de regarder ça gentiment. Après, il y a les gîtes qu'on essaye de développer. On a aussi un projet de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment qu'on est en train de rénover. Mais bon, voilà, il faut savoir être patient, prendre projet par projet, étape par étape. Mais voilà, c'est ce qui te stimule aussi, quoi. Et tu m'avais parlé aussi à plus court terme d'une nouvelle moissonneuse, je crois. Ça va te permettre de faire quoi, ça? Je crois qu'on n'en a pas encore parlé. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Du coup, et là, on va changer de moissonneuse. La nôtre a commencé à avoir un petit peu de bouteilles. Donc, et puis, on était un peu limite parce que on la partage sur 2 fermes. On a une grosse surface à faire et les créneaux sont de plus en plus plus étroits, quoi. La moisson, l'été, maintenant, il faudrait presque avoir fini en 10-15 jours, alors qu'avant, on avait plus de temps. Donc on a décidé de changer pour essayer d'avoir une capacité un peu plus, une force de frappe un peu plus grosse. Et ça nous a permis aussi d'aller un peu plus loin dans justement toujours dans la logique
dans la logique intraparcellaire sur ces parcelles un peu compliquées. Donc on va avoir de la cartographie de rendement. Donc là, on va vraiment pouvoir mettre en face des cartes de potentiel, les cartes de rendement derrière et aller chercher justement à réduire les apports azotés sur certaines zones où on voit que on plafonne et il n'y a pas besoin d'en mettre autant, quoi. Donc là, ça va être vraiment la finalité de tout ce qu'on a mis en place depuis des années, quoi. Ouais, dans la finesse de l'analyse. Exactement. On va pouvoir boucler la boucle, tu vois, Horace. Super, merci beaucoup. J'ai toujours des questions signatures que je pose à tous les invités du podcast. Et la première, c'est si tu devais donner un conseil à un jeune aujourd'hui qui s'intéresse au secteur agricole ou à un potentiel projet d'installation, quels seraient les conseils de Léopold? Eh bien, par rapport à moi, mon expérience, je lui dirais d'avoir de très bonnes bases agronomiques et qu'il ait une grande curiosité en allant travailler sur des exploitations qui font d'autres productions et donc ouvrir des nouvelles opportunités pour lui et l'exploitation qu'il envisage de reprendre. Et puis évidemment, être patient, pas vouloir aller trop vite et franchir chaque étape les unes après les autres avec des échecs et des réussites, mais c'est comme ça qu'on apprend. Deuxième question, c'est quelle idée reçue sur l'agriculture ou sur ton métier tu voudrais lever? La principale que j'entends très souvent, c'est agriculteur pollueur. Voilà, c'est lourd à porter pour chacun d'entre nous. On respecte la réglementation la plus stricte au monde. On est sur le même marché que tous les producteurs. On ne se bat pas avec les mêmes arbres. Mais on y arrive quand même grâce à notre savoir-faire français. Donc, il y a notre terroir. Il faut qu'on réussisse à faire comprendre ça à tout le monde, qu'on retrouve un lien de confiance avec la société, parce que je trouve que c'est plus vivable d'avoir une fracture aussi importante, quoi. Donc non, c'est vraiment cette image d'agriculteur pollueur qu'il faut qu'on réussisse à supprimer, quoi, et à montrer aux gens qu'on travaille bien. C'est d'autant plus vrai avec l'actualité dans ce moment. Et plus positif, qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier? Qu'est-ce qui me rend fier? J'aime bien me balader en France, voyager un petit peu et voilà, je pense que c'est le paysage qu'on apporte à nos campagnes. Quand on se balade, vous voyez des paysages tellement différents partout et derrière, on peut se dire que derrière chaque paysage, il y a un agriculteur qui a travaillé, qui se donne du mal pour nourrir ses cultures, ses bêtes et ça, moi, je trouve ça formidable parce qu'on a une France magnifique grâce à ça, quoi. Le dernier invité du podcast, Nicolas, donc, qui est technicien sur le plateau Picard, dans ton secteur, il t'a posé une question et sa question c'était selon toi, pourquoi de moins en moins de jeunes aujourd'hui reprennent des exploitations et que penses-tu de l'agrandissement des exploitations et peut-être par la même occasion de l'agrandissement de certaines coopératives sur le territoire? Eh bien, je pense que pour les jeunes, il y a plusieurs freins. Le premier, c'est déjà l'image du métier difficile. Enfin, c'est pas qu'une image, hein, c'est une réalité. Donc, il faut avoir de la passion, de la vocation. Et malheureusement, avec l'exode rural, tous les gens qui vont habiter vers la ville, etc., je pense que la vocation des jeunes, elle vient aussi par le terroir. Donc, s'il y a de moins en moins de jeunes qui naissent dans la ruralité, il y aura de moins en moins de vocation. Donc, il faudrait qu'on trouve un moyen de les provoquer autrement. Donc ça, je pense que c'est la première barrière. Après, il y a les idées reçues, hein, le monde agricole, mon métier difficile avec une faible rémunération, des retraites inexistantes, des risques pour la santé. Donc évidemment, ça donne pas envie à tout le monde. Et puis l'autre barrière, malgré tout, pour reprendre une ferme aujourd'hui, c'est quand même des capitaux importants, avec des risques financiers importants. Donc ça peut faire peur, quoi. Donc je pense que ça, c'est les plus gros freins pour l'installation. Après, sur le fait que les fermes s'agrandissent, c'est un peu inéluctable finalement, parce que c'est le modèle vers lequel on nous a poussé, et c'est le capitalisme, quoi. Il faut s'agrandir, continuer à progresser. Et puis avec le vieillissement de la population agricole, évidemment, comme il y a moins de jeunes qui veulent s'installer et qu'il y a plein de retraités qui partent, inévitablement les fermes s'agrandissent, quoi. Après, pour les coopératives, voilà, ça va dans le même sens. Ça permet de mutualiser les charges, d'être plus efficace et de proposer des services peut-être à meilleur prix pour les agriculteurs. Mais il faut quand même pas oublier qu'il faut garder de la proximité avec ces coopérateurs. Je pense que ça, c'est primordial. Donc je pense qu'il y a une taille critique à aller chercher, mais il ne faut pas avoir trop grand non plus, sinon on perd le lien qui est essentiel dans notre métier, quoi. Super, merci. Et du coup, à ton tour, est-ce que toi, tu as une question à poser
pour le prochain invité? Bien, moi, je poserais comme question à mon futur invité, comment vois-tu l'évolution de l'agriculture de demain? Bon, ça fait un peu bateau, un peu large comme ça, mais plus sur quand on voit toutes les opportunités et un peu comment ça se transforme avec, voilà, on commence à être rémunéré sur des crédits carbone ou par la médianisation. On voit que finalement nos productions, elles vont plus, enfin, on a l'impression que ça va plus dans l'industrie ou dans l'énergie avec l'éthanol, la méthanisation, ou même après le lin, on fait des vêtements, etc., que dans la nourriture. Voilà, est-ce que l'agriculture de demain, c'est nourrir les gens ou autre chose, quoi. Grande question. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre à nos auditeurs qui pourraient te tenir à cœur? Eh bien, moi, je trouve que ça serait bien qu'on trouve un moyen de lutter un peu contre la solitude en milieu rural, parce que je trouve que moi, c'est ce qui m'a marqué, parce que je suis passé de Paris avec une ultra-activité permanente et un tissu social ultra fort, à voilà, un milieu rural où on est plus chacun dans nos fermes. Et puis, comme on habite sur notre lieu de travail, on est 100% investi en permanence. Mais trouver un moyen de remettre ce lien entre chacun pour éviter justement cette solitude qu'on peut ressentir de temps en temps. Et voilà, je trouve que Agora fait des choses bien dans ce sens-là, les Fédés aussi, mais bon, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Super. Merci beaucoup, Léopold, d'être passé derrière le micro. Mais de rien, merci à toi d'être venu. Et à très vite. À très vite. Un grand merci à Léopold pour la transparence de son témoignage et sa sincérité pour répondre à toutes mes questions. Ce que j'ai retenu de notre conversation, c'est vraiment la cohérence. Léopold, depuis qu'il est arrivé, il analyse. Une fois qu'il a analysé, il agit, il adapte ses pratiques petit à petit. Il va jusqu'à valoriser ses actions, notamment grâce à la partie carbone qu'il a mentionnée. Et dans tout ça, il perd jamais de vue la santé financière de son entreprise. Donc tout ça, je trouvais que c'était très cohérent. Et puis, je me suis fait un peu plaisir en lui demandant un peu comment il vivait le partenariat avec la coopérative pour essayer de comprendre comment finalement il utilise les services et les échanges avec la coopérative dans la continuité de sa stratégie et puis aussi avec une bonne dose de pragmatisme. Donc j'ai adoré écouter Léopold nous expliquer ses travaux, les étapes depuis son installation. Ce qu'on a essayé de faire, c'était de vous présenter tout ça avec pédagogie et clarté. J'espère qu'on a réussi, mais bon, si vous êtes encore là à la fin de l'épisode, c'est plutôt bon signe. Et donc, si ce témoignage vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous, à mettre des j'aime, des 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vraiment, ça nous encourage. Et pour nos adhérents et partenaires, vous pouvez noter notre assemblée générale le 9 décembre 2025 prochain. Un rendez-vous très important pour la vie de la coopérative. Et puis à tous, je vous dis à très vite dans Demain de Bottes.